de... Pas sûr qu'il marche. Pourtant, si. C'est bon. Vraiment très près comme ça. Oui, ça. Très, très près. OK. Oui, donc j'ai l'avantage de commencer à intervenir. Mathieu m'a laissé cette opportunité-là. Donc, moi, je vais vous dire des choses sans doute que vous savez, que vous connaissez, mais c'est juste pour fixer le cadre. Et puis après, je proposerai quelques interprétations ou voies d'amélioration de notre système de santé, si vous voulez bien. Donc, vous savez tous que le système de santé est en crise, l'hôpital, même plus particulièrement, est en crise. Alors, si vous faites une petite recherche sur la crise de l'hôpital sur Internet, en fait, c'est une occurrence très nombreuse depuis 30 ans. Hein. L'hôpital est en crise permanente depuis 30 ou 40 ans. Évidemment, il y a eu une période critique, c'est celle du Covid, évidemment, où là, la crise de l'hôpital a été flagrante. Donc ça, c'est ce qu'on entend. Alors qu'est-ce qu'on entend par crise de l'hôpital? C'est d'abord des éléments, j'ai envie de dire, subjectifs, hein, mais qui ont été documentés sérieusement sur, d'une part, les déficits des hôpitaux publics et privés également maintenant. Ces déficits qui se sont creusés très fortement tout le long des années 2010, jusqu'au point où, après la crise du Covid, ou pendant la crise du Covid, l'État a décidé de combler tout ou partie de ces dettes. En gros, c'était, puisque vous savez que les hôpitaux sont responsables de leur budget, hein, ils reçoivent un financement très largement de l'assurance maladie, et avec cet argent qu'ils reçoivent de l'assurance maladie, ils doivent faire fonctionner les hôpitaux, c'est-à-dire en gros payer, pour l'essentiel, payer les salariés de l'hôpital, hein, puisque les RH avaient entre 70 et 80% des charges, hein, d'un hôpital. Hein, donc c'est avant tout un service humain, hein, qui est fondé sur les professionnels de santé et les autres personnels des hôpitaux. Donc ce déficit a été couvert et c'est une forme un peu d'aveu d'échec, hein, du financement des hôpitaux, hein, puisque le financement à l'activité, sur lequel on reviendra peut-être plus tard, mais je ne vais pas m'y étendre maintenant, avait pour but de responsabiliser d'une certaine façon les établissements de santé, et donc de faire en sorte qu'ils gèrent au mieux leurs ressources. Et donc, ouvrir les dettes au bout de 10 ans, c'est un aveu d'échec, hein, c'est un aveu d'échec cinglant pour la gestion du financement de l'hôpital. On verra tout à l'heure, je reviendrai sur les voies d'amélioration possibles. Hein, là, je parle du constat. Ils ont été partiellement renfloués et vous savez qu'à nouveau, le déficit se creuse. Alors là, pour des raisons un petit peu différentes, hein, qui sont des raisons liées aux charges qui pèsent sur l'hôpital, liées à l'inflation et liées à une partie des revalorisations du salaire liées au Ségur, hein, le Ségur de l'hôpital, vous savez, hein, qui a revalorisé une partie du salaire, qui n'est pas complètement pris en compte par les dotations de l'État, hein, qui sont venues combler ce déficit. Donc le déficit se creuse à nouveau, donc les questions se posent à long terme. Donc ça, c'est la crise de l'hôpital. Donc elle est financière, elle est humaine. Hein. On a beaucoup parlé des retours des professionnels de santé, notamment des paramédicaux, qui se disent absolument épuisés, ne trouvant plus de sens à leur travail, et qui se traduit par un turnover très élevé, un absentéisme très élevé. Et donc c'est ça aussi la crise de l'hôpital, hein. C'est un peu une crise existentielle des professionnels de santé, et en particulier des paramédicaux, même si la revalorisation des salaires des paramédicaux, même si on pourrait rentrer dans les détails, et ça dépend des types de paramédicaux, mais a été quand même substantielle. On ne peut pas dire que le Ségur de la santé, ça soit rien. C'est une revalorisation substantielle qui était absolument nécessaire, hein, parce que le salaire des infirmiers et infirmières à l'hôpital était sensiblement en dessous de la moyenne européenne. Hein. C'est une revalorisation qui s'imposait, mais la revalorisation est certaine, elle est notable, et ça commence à avoir quelques effets, semble-t-il. Donc l'hôpital, c'est une crise financière qui a été l'État a éteint l'incendie, hein, en gros, hein. Mais l'incendie couvre toujours, hein, puisque le déficit continue à se creuser. Donc ça, c'est vraiment très, très, très inquiétant. Et puis une crise humaine, une crise des ressources humaines.
Je reviendrai donc par la suite sur les causes et les solutions. Le deuxième constat en termes financiers, c'est le déficit de l'assurance maladie. Donc, vous savez que le déficit de l'assurance maladie s'est creusé violemment à la fin des années 2010 suite à la crise financière et qu'il est revenu à l'équilibre à la force du poignet. En 2019, le déficit de l'assurance maladie était quasiment nul. C'est un peu l'ironie du sort, hein, qui veut que la crise du Covid ait replongé l'assurance maladie dans le déficit. C'était 30 milliards pendant le Covid et aujourd'hui on est à 10 milliards. C'était 2 fois 10 milliards de déficit de suite, hein, pour des dépenses qui approchent de 100 milliards. Hein. Vous voyez, c'est des déficits autour de 50% des dépenses, ce qui n'est pas négligeable quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a pas de... les prévisions ne sont pas favorables. C'est-à-dire que ces 10 milliards qui sont installés depuis 2 ans, il est probable que dans la nouvelle loi de financement, si elle voit le jour, on soit du même ordre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Il y a une crise financière, un 10 milliards, donc vous savez comment ça se passe, un 10 milliards, hein, ça veut dire que les soins, en gros, l'assurance maladie emprunte, hein, le social emprunte sur les marchés, hein, à des prêteurs français et internationaux pour payer les soins. Hein. Nos soins sont payés de l'ordre de 5% aujourd'hui par emprunt, hein, et notamment par des investisseurs étrangers. Donc, c'est évidemment pas une solution, c'est pas une situation qui est durable. Donc, il y a une crise financière, alors je reviendrai sur les solutions, qui est une évidence, qui est une réalité. Donc ça, c'est un peu le constat de notre système de santé d'un point de vue financier. Et un peu humain, j'en ai parlé très rapidement, trop rapidement sans doute, concernant les personnels des hôpitaux. Maintenant, si je dépasse ce constat et que je parle des défis de notre système de santé, ça, vous les connaissez tous, on en parle sans arrêt, mais c'est une réalité. Le défi majeur de notre système de santé, c'est le vieillissement de la population. Ce vieillissement de la population s'accompagne de besoins plus importants. On le sait, c'est une réalité, c'est une évidence, donc il y a une pression de la demande, mais qui est légitime. Donc le vieillissement de la population et les innovations. Vous avez une forme de superposition d'effets de la demande de soins ou du besoin de soins, on reviendra peut-être sur la nuance tout à l'heure, qui est liée au vieillissement, donc ce n'est pas la peine de faire un dessin, et aux innovations, puisqu'il y a une grande pression sur l'innovation, des innovations qui sont parfois très coûteuses et qui viennent se surajouter. Hein. Il y a un effet de vieillissement et les innovations, elles portent essentiellement sur les maladies chroniques de long terme et donc sur la population la plus âgée. L'accumulation de deux effets, donc il y a une pression intense sur le système de soins et cette pression intense, dans les années 2010, c'est l'hôpital qui les a subis d'une certaine façon avec des moyens contraints et un besoin accru. Hein. Donc vraiment, les années, je vous le dis souvent, les années 2010, c'est une année où on met le pied sur le frein pour rétablir les équilibres, juste au moment où le vieillissement de la population s'accélère. Vraiment, il y a un effet croisé de coup de frein. Quand je dis coup de frein, les dépenses de soins, elles ont continué à augmenter, elles ont même continué à augmenter légèrement plus vite que le PIB dans ces années-là. Donc, ce n'est pas une diminution. Hein, les dépenses de soins par habitant n'ont pas diminué, ce n'est pas vrai. Hein. Et c'est les besoins qui ont augmenté en même temps que ces dépenses de soins par habitant se sont stabilisées ou ont à peine augmenté. C'est vraiment ce choc-là qui a généré en particulier la crise de l'hôpital. Les constats, les défis qui sont en lien évidemment avec ces constats, et quels sont les instruments maintenant, après ces défis et ces constats, quels sont les instruments qui sont dans la main du régulateur et de l'ensemble des acteurs du système de soins. Je parlais de régulateur, mais de l'ensemble des acteurs du système de soins. Eh bien, c'est compliqué en fait. Hein. C'est compliqué parce que notre système, il a été conçu comme un système qu'on appelle à guichet ouvert, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation possible des dépenses de soins. Le système n'a pas été conçu comme ça. Vous savez que notre système, il est fondé sur un système de médecine libérale où il y a des offreurs de soins et le financement des soins, c'est autre chose. C'est le problème de l'assurance maladie, ce n'est pas le problème des professionnels de santé. Je caricature, hein. Mais le fondement, c'est celui-là quand même au départ. Et même à l'hôpital, hein, avant les réformes de Bray, l'essentiel des
des services médicaux étaient rendus par des professionnels libéraux qui exerçaient à l'hôpital. Hein. Les réformes Debré avec l'hôpital Debré, pardon, de la fin des années 60 et du début des années 60 a transformé ça avec l'apparition des hôpitaux publics et du salariat. Commencer les pas. Et donc, notre système, il est fondé là-dessus. Donc, il est fondé, il n'y a pas de force de rappel. C'est le financeur qui doit s'adapter aux dépenses des assurés sociaux, en caricaturant un peu. Et c'est quand même le fondement de ce système, et ça reste très, très, très fort. Donc, on a un système qu'on appelle à guichet ouvert, et donc les dépenses de soins, elles ont augmenté très rapidement, beaucoup plus rapidement que le produit intérieur brut, jusqu'à la fin des années 90, jusqu'au moment où, les 80-90, où la contrainte budgétaire a vraiment rendu les choses très difficiles. Et le système a été confronté à mais comment on fait pour contrôler les dépenses? Sur quelle base? Comment on fait? Et en fait, il y a deux moyens. Enfin, le régulateur a deux moyens. L'offre de soins, le nombre de lits, le nombre de médecins. Ça, c'est à la main du régulateur. Alors, sur le nombre de médecins, c'est très décalé dans le temps, évidemment, hein, mais il y a un contrôle très décalé dans le temps. Il faut savoir que le numerus clausus, avec très contraint, il a été aussi voulu par les médecins. Hein. Il a été voulu par les médecins parce que c'est limiter la concurrence. Hein. Ce n'est pas uniquement une volonté du régulateur, hein, c'est aussi une volonté des médecins. Donc l'offre, le nombre de lits à l'hôpital, là, c'est complètement sous la main du régulateur, hein, des ARS aujourd'hui. Hein. Donc le premier moyen de contrôle des dépenses, c'est l'offre. Ce qui est à la main du régulateur, c'est l'offre. Donc ça, c'est le premier point. Et évidemment, quand il appuie trop sur cette contrainte, eh bien, on a des goulots d'étranglement, hein, des goulots d'étranglement et des listes d'attente et des problèmes d'accès aux soins, évidemment. Et le deuxième instrument qu'il a, c'est les prix. C'est simple, les prix sont administrés. Hein. On va parler des dépassements d'honoraires si vous voulez, mais ils sont largement administrés. Et donc, l'autre instrument, c'est les prix. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait dans les années... Alors, ce n'est pas forcément volontaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ça n'est pas forcément volontaire. Hein. C'est un fait, mais ce n'est pas forcément une volonté politique. Et qu'est-ce qui s'est passé, en tous les cas, dans les années 2000 et 2010? C'est une offre qui n'augmente plus en termes de lits et en termes de médecins, qui baisse même pour les généralistes depuis une douzaine d'années, et des prix qui ne bougent plus trop, voire qui ont baissé à l'hôpital. Voilà comment l'État, on peut l'appeler comme ça, l'État et l'assurance maladie a réglé le problème jusqu'en 2019. C'est un effet d'aubaine, il y a moins de médecins. Et deuxièmement, je n'augmente plus les prix, voire je les baisse. Donc, vous voyez que c'est des instruments assez frustres, en fait. Mais il faut se mettre à la place du régulateur aussi. Hein. Il y a des objectifs. Hein. Mais c'est des instruments frustres, en fait. Hein. C'est assez simple. Hein. Je limite l'offre, je contrains les prix, j'y arrive. Et évidemment, derrière, ceux qui subissent les contraintes, c'est les patients, quoi, et les professionnels de santé, essentiellement à l'hôpital, puisque c'est là que le contrôle est le plus. Donc, il faut avoir ça en tête, c'est que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de réguler un système de santé. Tous les systèmes de santé sont en difficulté. Vous voyez le système de santé britannique qui est en crise grave. C'est compliqué parce que on veut offrir on offre entre guillemets, un service gratuit, quasi gratuit. Hein, je rappelle les dépenses maladie, c'est 80% financé par l'assurance maladie, les dépenses de soins. Et on veut garantir ça et en maintenant les budgets équilibrés. C'est forcément extrêmement difficile. Hein, c'est forcément extrêmement difficile. Il n'y a pas de solution miracle. Bon. Et je finis pour ne pas déborder sur les orientations. Là, je ne vais pas être original. Je ne vais pas être original. Je ne vais pas te couper l'herbe sous le pied. Je ne vais pas du tout être original. Il y a deux grandes orientations. Après, je parlais des instruments très rapidement. La première, mais là, on n'est pas d'accord. Évidemment, je ne parle pas d'augmenter les budgets, d'augmenter, évidemment. Hein. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter les ressources de l'assurance maladie. Ce n'est pas ça que je dis.
Mais il y a quand même des questions de priorisation qui vont se poser. C'est-à-dire que dans un tel système, les besoins de soins et les coûts de soins étant ce qu'ils sont, c'est difficile d'échapper aux questions de priorisation. Et c'est un sujet extrêmement difficile. Ce que disent certains, ils ont certainement raison, même s'il faut regarder dans le détail, c'est qu'il y a eu un sous-investissement dans la prévention. Évidemment, même s'il faut regarder de près, la prévention, ce n'est pas toujours efficient. Hein, mais il y a eu un sous-investissement dans la prévention. Il y a des priorisations. Voilà. Dans un tel système, qui est quand même relativement généreux, il y a des questions de priorisation et c'est des questions extrêmement difficiles. Évidemment, des questions terriblement difficiles, des questions de priorisation, c'est-à-dire dans quoi, qu'est-ce que je vais mieux financer que le reste, pour quelles raisons, pour quel motif, comment je vais faire ça, c'est extrêmement compliqué. On pourra y revenir si vous avez des questions. Et le deuxième, alors ça c'est un truc d'économiste, on va être plus productif, on va être plus efficient. Donc, évidemment, on va faire mieux avec moins ou autant, disons. On va pas non plus être malthusien. On va faire mieux avec autant ou pas beaucoup plus. Bon, il est évident, le mot est trop fort, mais il est certain qu'il y a des gains de productivité dans notre système de santé. C'est une évidence, c'est voilà, telle organisation que forcément il y a des gains de productivité possibles, ça va de soi. Ça va de soi, et peut-être en particulier dans le système français. Hein. Je n'ai pas dit, mais vous savez qu'on dépense à peu près un peu moins de 12% du produit intérieur brut, hein, ce qui nous place tout en haut des pays développés en termes de pourcentage du produit intérieur brut consacré à la santé. Hein. Au-dessus de nous, il n'y a pas grand monde, à part les États-Unis, mais c'est une aberration. Mais à part les États-Unis, voilà, on est quand même tout en haut. Hein, donc, on dépense quand même beaucoup pour la santé, hein, et beaucoup pour les soins. Donc, même si on peut augmenter, on ne va pas passer à 20% du produit intérieur brut. Hein. Donc, la question d'efficience, alors comment elle se pose? Bah, vous savez ça, vous savez sans doute ça. Le grand mantra des 10-15 dernières années dans le monde entier, hein, c'est ce qu'on appelle l'intégration des soins. Faire en sorte que les professionnels, à la fois à l'hôpital et en ville, collaborent plus étroitement et que cette collaboration est rendue indispensable par le suivi des patients chroniques au long cours et que le suivi des patients chroniques au long cours s'accorde mal du colloque singulier avec le médecin seul et le patient. Ça demande une équipe de soins. Tout le monde est d'accord, mais une fois qu'on l'a dit, vous mettre en œuvre, c'est autre chose. Hein. Et à peu près tout le monde est d'accord là-dessus que la transition épidémiologique qu'on a connue, qu'on va connaître encore plus, de patients chroniques au long cours, elle suppose une organisation des soins, une prévention secondaire, tertiaire, une organisation des soins fine, collaboration étroite entre les équipes de soins en ambulatoire et l'hôpital, pour diminuer les hospitalisations évitables, pour diminuer les décompensations, pour améliorer la productivité. Ça, c'est le mantra. Quels sont les instruments? Et j'en finirai là pour ne pas déborder. Les instruments, ils sont connus, ils sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Les instruments, c'est en finir avec le paiement à l'acte ou en finir avec le tout paiement à l'acte, plutôt, hein. Et donc aller vers en ville, je parle, hein, et aller vers une transition vers des paiements forfaitaires par patient ou par patientèle. C'est déjà le cas en France, mais ça reste minoritaire. Ça passe par des paiements collectifs, c'est-à-dire qu'on offre un paiement à une équipe de soins pour la prise en charge d'un patient diabétique, d'un patient insuffisant cardiaque, d'un patient insuffisant respiratoire. C'est un forfait annuel donné à une équipe de soins. Le forfait est partagé dans l'équipe de soins. Vous voyez que les professionnels de santé libéraux ne sont pas du tout acculturés à ce type de gestion, évidemment, et on les comprend. Hein. Mais les gains de productivité, il y a quand même beaucoup de travaux qui vont dans ce sens, qui vont certainement vers une transformation de notre système de santé. Donc, vers je ne veux pas dire un abandon de la médecine libérale, c'est pas ça, hein, mais vers une transformation de l'activité médicale. Et vous savez qu'il y a des opérateurs, on en parle et je finirai là-dessus, qui sont aux aguets, on parle de financiarisation, hein, des gens qui arrivent avec des organisations et qui sont prêts à mettre en œuvre cette rationalisation. Et dans certains secteurs où la rationalisation est assez facile, ils sont déjà à l'œuvre. Moi, je ne dis pas que c'est mal, j'ai envie de dire que c'est un aiguillon pour le système de santé.
Et oui, il faut bouger. Si vous ne bougez pas, eh bien, il y a des opérateurs internationaux qui font ça dans le monde entier et qui vont rationaliser. Alors, avec le risque qu'ils tirent une rente et que le gain d'efficacité du système soit complètement récupéré par une rente pour ces opérateurs financiers. Mais oui, mais oui, mais oui, mais regardez, ils proposent des solutions alors que notre système de santé libérale est complètement, j'exagère, il y a plein d'initiatives partout, il y a plein de gens extraordinaires partout, hein, mais il est quand même largement figé. Donc, il y a des opérateurs qui vont dire, moi, il arrive à l'assurance maladie, moi, je vais faire ça, vos patients, ils seront aussi bien soignés, ça va vous coûter 10% de moins. Bon, on peut en discuter, évidemment. Mais en tous les cas, c'est ce discours-là. Et cette transformation-là, eh bien, elle est nécessaire. Je ne suis pas favorable à ce que de ce type d'opérateurs prennent 80% du marché. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Mais il y a une demande. Il y a une demande du régulateur. Et c'est vrai que ça bouge vraiment extrêmement doucement. Voilà, ça bouge extrêmement doucement. Il y en a qui sont prêts à aller beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Parfait. Bon. Allô, ça marche? Bon. Merci Jérôme. Je vais dire des choses qui vont évidemment corroborer un certain nombre d'observations de Jérôme. Donc, parfois, il y aura peut-être des répétitions ou j'irai plus vite parce que cela a déjà été dit. Alors qu'on s'était dit qu'on peut partager le gâteau comme ça. En gros, tu regardais plutôt le financement et puis la demande en quelque sorte, si je puis dire. Et puis moi, plutôt le côté offre. Bon, évidemment, c'est toujours très délicat de séparer. Forcément, on est obligé de parler de l'offre quand on parle de la demande et réciproquement. Bon, moi, je suis censé donc plutôt parler de l'offre, l'offre de soins et de produits. Bon, alors quand on parle de l'offre de produits, on pense surtout à des choses comme ça, par exemple. Hein, un certain nombre des grandes innovations médicales qu'on a pu connaître ces 100 dernières années, enfin, au moins 80 dernières années. Euh, et l'histoire que je vais vous raconter, et qui complète, ou en tout cas met en perspective tout ce que tu as pu dire, c'est dire au fond, nous rencontrons les problèmes des solutions que nous avons trouvées. C'est-à-dire qu'en fait, la grande réussite, c'est que vous êtes là, plutôt en bonne santé, et c'est un problème. Pour être un peu caricatural. Donc voilà, vous avez l'espérance de vie qui a augmenté de façon spectaculaire. C'est lié effectivement aux innovations médicales, l'amélioration des soins, des prises en charge, de la protection sociale, du PIB, hein, parce que quand vous mangez, hein, c'est mieux que de ne pas manger, par exemple, hein, pour la santé, par exemple. Bon, ce genre de choses. Donc ça fait qu'il y a eu une amélioration globale de la santé des populations, et mais ça a un prix, ou un coût, si vous préférez, hein, c'est l'inflation, déjà évoquée, de la part des dépenses de santé dans le PIB des plus grands pays développés. Voilà. La plupart des pays développés, alors avec bon, une balance plus ou moins importante selon les pays. Hein. Il y en a qui vont plus mal que d'autres, mais globalement, le trend, la tendance en bon français est quand même à peu près là. Parce qu'il y a des phénomènes communs hein, qui vont ensemble. Alors effectivement, le grand défi, je dirais, et cause en même temps de ce qu'on peut observer en partie, c'est bien sûr le défi du vieillissement, déjà évoqué. Et puis, je vais vous raconter d'autres choses pour compléter cette histoire du défi du vieillissement. C'est, et que j'ai déjà évoqué sur l'innovation, bon, c'est la maladie des coûts. Pourquoi est-ce qu'il y a une maladie des coûts, si je puis dire, dans la santé Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça Qu'est-ce qu'on peut Les conséquences que ça génère, ces phénomènes, bon, que j'ai déjà évoqué, c'est le problème de pénurie, de rationnement, de restriction de soins. Donc des pathologies, si vous préférez. Hein, notre organisme, qui est le système de santé, est un peu malade d'avoir été peut-être trop bien, quelque part. Et ça implique effectivement, comme tu l'as dit, des innovations. Et donc moi, je vais plutôt vous parler à la fin de l'innovation. Pardon.
des choses qui m'intéressent personnellement, pas forcément la révolution, mais ce sera les questions de productivité que je développe. Voilà. Donc, le défi démographique, c'est ça, hein, c'est un vieillissement de la population. Alors, normalement, quand vous avez une population jeune, vous avez une pyramide, et ça s'appelle d'ailleurs une pyramide des âges. Et là, la pyramide, vous voyez, c'est plus une pyramide, c'est une patate. Voilà. Ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait jeune. Voilà. Alors, ça se passe à peu près, là c'est la France, hein, bien sûr, hein, mais c'est à peu près pareil dans tous les pays développés et même dans les pays émergents, il y a des vieillissements qui s'observent et on va à très long terme vers, on va annoncer à partir de 2060, on atteint une baisse de la population mondiale. Voilà. Recul de la natalité, ça vous l'avez sans doute entendu parler, hein, fécondité, voilà. Et ça, c'est pas que la France. Ça aussi, c'est des phénomènes tout à fait communs. Bon, alors, qu'est-ce que ça génère? Bien sûr, des consommations, comme je l'ai évoqué. Et vous voyez que le vieillissement, enfin, le fait qu'il y ait un vieillissement de la population fait qu'il y ait une concentration de la consommation et des dépenses sur la partie âgée de la population, hein, plutôt que la partie jeune. Il y a des besoins, on est plus souvent malade, il faut s'entretenir, etc. Alors bon, bah, quand on a toutes ces dépenses à gérer, bah, bien sûr, ça veut dire qu'il y a une plus grande population à traiter, et donc avec ce qu'on a. Donc mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qu'on a, c'est pas extensible à l'infini. Et bien, donc des fois, il y a des ruptures. Donc, par exemple, il n'y a plus assez de lits parfois, de place, et ça va augmenter puisque le nombre de seniors attendus dans les prochaines années va continuer à augmenter. Donc, ça veut dire aussi des difficultés supplémentaires qui vont s'ajouter. Tu l'as déjà évoqué, la baisse de généralistes, hein, qui est assez criante, hein, et ultra problématique. Avec, bon, c'est pas le cas des spécialistes, je précise, mais quand même, les généralistes, voilà, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans, hein, 15 ans, où il y a une baisse continue, en fait, du nombre de généralistes qui amène ce qu'on appelle de la désertification médicale. Il y a des gens qui travaillent là-dessus dans la salle. Il y en a qui travaillent sur les pénuries aussi de médicaments, notamment. Donc, tout ça, c'est un contexte qui amène, ce vieillissement amène tout un tas de difficultés. Alors, ça amène d'autres difficultés aussi. C'est que quand vous avez peu de jeunes, je mets des guillemets, hein, par peu, ça veut dire aussi qu'il y a peu d'offres de travail pour gérer tout ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sont dépendants et en même temps, on a moins d'actifs qui doivent s'occuper des personnes dépendantes. Donc, ça amène tout un tas de difficultés. Et en plus, si ces personnes sont à l'hôpital ou, je ne sais pas, dans des services de soins plus généralement, ça veut dire qu'ils ne sont pas ailleurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas, par exemple, à l'usine. Et donc, vous voyez où je veux en venir, c'est évoquer la question de la productivité d'un hôpital n'est pas la productivité d'une usine. Donc, ça amène aussi l'idée qu'à très long terme, nous sommes dans des, vous le savez sans doute, mais on est tendanciellement dans des économies matures, vers une stagnation relative de nos niveaux de vie. C'est-à-dire que les gains de productivité, quand ils existent, c'est très limité, très difficile à extraire parce qu'on est des sociétés de services. Et faire des gains de productivité dans la médecine, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué que de faire augmenter la production de bagnoles. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on peut faire facilement une productivité, etc. Alors, la maladie des coûts, j'y viens. Donc, les biens et services de santé, hein, il y en a plein de différents. Hein. Je veux dire, quand on dit la santé, c'est pas un marché, c'est des marchés, c'est des produits. Il y a autant de produits et de services qu'il y a de pathologies. Hein. Donc, c'est très, très hétérogène. Il y a un certain nombre de services, un certain nombre de produits. Parmi les produits, bon, vous connaissez bien sûr les médicaments, mais il y a aussi une ribambelle de dispositifs médicaux. Hein, bon, enfin, des implants, des prothèses, des stimulateurs cardiaques, tout ce que vous voulez. Bon, le bon côté des biens de santé, c'est que quand on a une population en bonne santé, en général, elle est plus productive. Donc, ça a des externalités positives, pour parler de langage économiste. La question de la santé, c'est aussi une question éthique, bien entendu.
évident. C'est une question quasi régalienne. Si vous aviez lu, il faut éviter de lire Michel Foucault, à partir du moment où on commence à s'intéresser aux populations, la santé devient, sans qu'elle soit forcément étatisée, elle devient une problématique régalienne. Bon, alors la question on a aussi tendance à dire que, alors c'est parfois en question, à dire que c'est ce qu'on appelle un bien supérieur. Alors qu'est-ce que c'est un bien supérieur? C'est un bien où quand on a le revenu qui augmente, on a tendance à dépenser beaucoup plus là-dessus. Donc ça veut dire que c'est pas votre première dépense, mais quand vous vous enrichissez, c'est là où vous allez mettre beaucoup plus sur la table pour améliorer votre santé. Voilà. Donc ça explique en partie l'augmentation des dépenses que vous avez vues précédemment. Donc ça, c'est, je dirais, la dimension demande. Voilà. Bon, j'avais dit, donc c'est des marchés, il y a autant de marchés qu'il y a de produits, si je puis dire, autant de produits qu'il y a de pathologies, si ce n'est plus d'ailleurs. Enfin, il y a des produits, il y a des pathologies où il y a encore de produits, c'est vrai, mais globalement, vous avez un fractionnement du marché, des marchés, des innovations, mais aussi, ça a été dit, ce sont des marchés régulés, réglementés. Alors, ça a tout un tas de conséquences de réglementer un marché. Alors, les économistes en général ont tendance à dire que le marché, il fonctionne plutôt mieux quand il n'est pas réglementé. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, hein, les économistes, mais c'est ce qu'il a tendance à dire spontanément. Pourquoi? Parce que quand on crée des réglementations, alors on entend, c'est des réglementations à l'entrée du marché. Bon, pour devenir médecin, il faut avoir une école de médecine, qui ne paraît pas délirant, comme vous soit dit. Pour mettre sur le marché un médicament, il faut faire tout un tas de tests, qui ne paraît pas complètement délirant. Bon, voilà. Mais c'est ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. Quand on a des barrières à l'entrée, se crée ce qu'on appelle des rentes. Vous êtes dans des positions de petits monopoles, petits ou gros, des niches. Bon. De la même façon, quand vous réglementez l'entrée, quand vous réglementez les prix, ça peut générer des pénuries. Et c'est assez mécanique parce que comme les quantités ne peuvent pas s'ajuster facilement, ou les prix ne s'ajustent pas forcément, eh bien, comme en plus, il faut minimum 8-10 ans pour former des médecins, bon, ben voilà, on se rend compte qu'il n'y a pas de médecins aujourd'hui, ça veut dire qu'on aura résolu le problème peut-être dans 10 ans. Donc, ça met beaucoup de temps à s'ajuster. Bon. Alors, sur les dépenses, bon, je vous ai fait, pour information, un certain nombre d'éléments statistiques sur la répartition des dépenses de santé. Vous voyez la répartition. Bon, il n'y a pas, vous voyez, il y a quand même une multiplicité de postes de dépenses variées, donc autant de produits et de services en augmentation. Bien. Oui. Oui, bien sûr. Bon, donc vous voyez en orange, je ne sais pas si vous voyez les établissements de santé, pour rejoindre quelques milliards, les soins de ville pour à peu près 100 milliards aussi, et puis établissements de personnes âgées, 15 milliards, voilà, essentiellement, et qu'est-ce qu'on a handicap, 14 milliards. Et sur le côté, vous voyez médicaments, dispositifs médicaux, alors les masques qui avaient été mis en avant parce qu'il y a eu un petit épisode il y a quelques temps, je ne sais pas si ça peut-être pas passer inaperçu. Voilà, mais bon, normalement, c'est un dispositif médical aussi. Voilà. Et puis, les différentes honoraires des différentes professions médicales. Bon. Oui. Ça doit être possible à faire, statistiquement, oui, c'est possible à faire, tout à fait. Oui, c'est des données publiques. Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas fait. Mais ça peut se trouver facilement. Donc, bon, ça, c'est l'évolution des dépenses récentes. Je ne vais pas commenter plus que ça, puisque bon, j'ai déjà dit que ça augmentait. On a déjà dit plusieurs fois. J'en reviens à la maladie en question. Donc, la fameuse maladie des groupes. Alors, en économie, ça s'appelle ce truc-là l'effet Beauvol. L'économiste en question décédé depuis lors. C'est l'idée qu'en gros, vous avez différentes industries, différents secteurs, avec des gains de productivité différents. Et mécaniquement, le prix relatif d'un bien, ça dépend de la productivité. La productivité du travail, quand vous êtes très productif, ça coûte moins cher. Et donc, quand on a des secteurs qui sont relativement moins productifs, ça veut dire qu'ils
pèsent ou coûtent relativement plus cher, tendanciellement. Et donc, typiquement, les services, et les services de santé notamment, donc là, vous en trouverez voilà, éducation, collège, childcare, Medicare, ça c'est la santé, éducation, ça a tendance à coûter relativement plus cher parce que c'est très, très difficile de faire des gains de productivité dans ces secteurs. Et, pardon? Comme toute la prévention, voilà, en général, tout ça, en gros, c'est les services, c'est très intense en main-d'œuvre, et c'est une main-d'œuvre qui est très difficilement substituable. C'est-à-dire qu'on s'imagine difficilement avoir un robot de soins, c'est imaginé, hein, je veux dire, dans les EHPAD, on est en train au Japon de mettre des robots pour remplacer les infirmières, mais est-ce qu'on en a envie? C'est encore autre chose, vous voyez. Et est-ce qu'on va vraiment le faire? Ça pose toutes ces questions-là. Bien, le médicament. Bon, je connais mieux, c'est un peu plus dada, si je peux dire. Bon, c'est aussi un marché très régulé. Hein, voilà, chaque médicament comme on veut sur un marché. Il faut tout un tas de dépenses pour faire des essais cliniques. Il y a, alors, bon, il y a différents types de médicaments, les médicaments protégés par brevet, ceux qui ne le sont plus, génériques, et puis ceux qui sont en automédication, d'accord? Et puis, il y a tout un tas de pratiques de fabrication, et aussi, les prix sont administrés, négociés. En tout cas, c'est une régulation par le prix, qui est faite par le Comité économique des produits de santé. Alors, la particularité de la France, c'est qu'elle est elle a fait le choix, enfin, il y a une tendance, globalement, à être plutôt sous pression par les prix des médicaments. C'est-à-dire de dire, ça nous coûte trop cher à l'assurance maladie, alors que ce n'est pas le principal poste, hein, entre parenthèses, ce n'est pas le principal poste. Et de dire, ben, ça nous coûte trop cher, donc il faut trouver des leviers d'économie, et donc on fait pression à la baisse sur les prix. On favorise les génériques, on baisse les prix, on négocie pour des baisses de prix plus intéressantes sur certains produits, etc. Alors, OK, donc ça, c'est un premier point. Dans le même temps, le médicament, donc, ça coûte de plus en plus cher à mettre sur le marché. C'est-à-dire que pour parvenir à avoir une innovation, le coût de la recherche et développement a tendance à augmenter de façon exponentielle, mais pas loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, je ne vais pas revenir sur les débats, hein, il y a tout un tas de débats dans la littérature sur l'estimation précise du médicament. Si vous voulez, on peut rentrer dans le détail de la machine, mais en gros, c'est plus de 2 milliards de dollars pour mettre sur le marché le médicament, ce qui veut dire que ça coûte de plus, c'est très cher pour arriver à l'innovation. Alors là, on a appelé ça, il y a un auteur qui s'appelle Scannell qui a appelé ça le Hirum Law, la loi Hirum, pour s'opposer à la loi de Moore. Moore, vous savez, c'est la loi qui explique l'augmentation exponentielle de la productivité, enfin, des capacités de calcul des ordinateurs, ce qui veut dire des gains de productivité énormes en informatique, alors que dans l'industrie pharmaceutique, vous avez des décroissances en fait de l'efficacité marginale de l'innovation. Ça coûte de plus en plus cher pour arriver à mettre en place un nouveau médicament. Alors, il y a plein d'explications à ça. Bureaucratisation, réglementation. Quand on a trouvé le moyen d'être en bonne santé, c'est difficile d'être en plus bonne santé. Vous voyez, donc ça devient de plus en plus compliqué de trouver des solutions. Alors, ça a amené l'industrie pharmaceutique, effectivement, à se focaliser sur certains produits très rentables et très chers. Par exemple, il y a tout un débat sur le prix des anticancéreux, des médicaments dits orphelins, c'est-à-dire pour les maladies rares, d'accord, qui ont des prix assez vertigineux. Et parce que c'est là où l'industrie pharmaceutique va trouver ses rentes, si je puis dire, pour rembourser, entre guillemets, les dépenses qui ont été faites précédemment. D'accord. Donc, vous voyez là, les dépenses de médicaments augmentent. Très bien. Alors, la réglementation des médicaments, ça a d'autres effets. C'est que, comme en plus, on est dans un monde, c'est globalisé, avec une quasi libre circulation des marchandises, notamment dans l'Union européenne, hein, il y a un certain nombre de directives. Enfin, historiquement, d'ailleurs, c'est assez rigolo. L'industrie pharmaceutique, c'est un secteur très régulé, mais dans l'Union européenne, ça a été l'un des premiers à être libéralisé et à autoriser la libre circulation des médicaments entre les différents pays. C'est assez paradoxal. Il y a une décision de la Cour de justice de la Communauté européenne à l'époque en ce sens-là très tôt. Mais
En fait, il y a une régulation pour chaque marché. C'est-à-dire que notre façon de tarifer en France n'est pas celle des Anglais, n'est pas celle des Suédois, n'est pas celle des Belges, etc. Donc, ça génère tout un tas de problèmes. Pourquoi? Parce que si vous êtes un industriel, où est-ce que vous voulez vendre? Au meilleur prix. Donc, vous priorisez les secteurs qui tarifient le plus haut. D'accord? Et donc, vous allez avoir un certain nombre de pays et marchés à bas prix qui vont être moins bien servis. Il va y avoir des pénuries qui vont apparaître. Alors, il y a aussi le fait qu'il y ait une globalisation des chaînes de valeur. Et à une certaine époque, l'industrie pharmaceutique est très, je dirais, localisée nationalement dans les choses comme ça. Et puis, comme toutes les autres industries, elle s'est mondialisée avec des sites de fabrication en Chine, en Inde, etc. Une chaîne de valeur très complexe qui fait que ben, voilà, ça devient plus compliqué d'acheminer depuis la formulation de la molécule jusqu'à sa mise dans votre petite poche en sortant de la pharmacie. Voilà, tout ça, ça s'est complexifié. Euh, En plus de ça, les vieux médicaments, ceux qui sont en fait, dont on ne peut pas vraiment se passer en réalité, parce qu'on n'a pas forcément trouvé encore de substitut, d'innovation plus intéressante, eh bien, ils sont moins rentables. Donc, vous avez une incitation pour les industriels à dire, bon, non, là, je vais arrêter et je vais faire un autre. Hein, d'accord. Bon, alors, c'est pas... Évidemment, ça soulève des tollés, bien évidemment, pour des raisons tout à fait légitimes, mais c'est en partie le fait de l'organisation du marché qu'on a choisi, qui génère ça. Voilà. Alors, du coup, on a les pathologies, on a des solutions, je vais dire, politiques qui sont proposées, et puis vous avez, comme l'a évoqué Jérôme, il y a des acteurs qui viennent pour nous dire on a des solutions. Alors, parmi ces acteurs, il y a des acteurs qui sont liés au numérique, hein, aux technologies. C'est un petit peu plus mon obsession du moment. Donc, évidemment, Eroumlo, comment on résout Eroumlo avec Moore. Oui, c'est caricature, oui, mais c'est à peu près ça. C'est logique. Vous n'êtes pas complètement délirant. Donc, vous avez, par exemple, là, c'est le coût pour le génome, pour arriver à le séquencer. Excusez-moi, merci beaucoup. Le séquençage du génome, vous voyez, son coût a fortement diminué de façon spectaculaire. Hein, bon. Bon, de la même façon, il y a tout un tas de promesses qui sont offertes par le numérique, alors vantées, bien sûr, par les startups qui vont avec, etc., qui ne sont pas d'ailleurs forcément fausses. Hein. Ce n'est pas parce que c'est vanté que c'est forcément faux, d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir des choses vraies. Bon, et typiquement une optimisation via différentes applications logicielles, de la gestion hospitalière, de la gestion des parcours de soins des patients, de la bonne circulation d'informations. Bon, vous avez tous utilisé, je ne sais plus comment ça s'appelait, la COVID Tracker et puis Doctissimo, tous ces trucs-là. Donc, c'est des outils pour faire circuler l'information et améliorer la rencontre de l'offre et de la demande et de la circulation du processus. Bon. Une surveillance permanente, si je puis dire, avec des outils connectés de la santé des patients. Ça, bon, moindre détection d'un problème, on peut peut-être anticiper avant que ce soit trop tard et trop cher. Le développement de la télémédecine. Bon, il n'y a plus de médecins, on va faire du Zoom. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. On a même des jeux vidéo qui se développent dans la santé mentale. Parce qu'on s'est rendu compte que certains jeux vidéo pouvaient avoir une fonction thérapeutique. Alors, là, vous avez tout le débat sur l'épilepsie, mais il y a des jeux vidéo qui ont été créés pour ça, pour le TDAH, par exemple. Et puis, les délires sur les robots de soins. Donc là, au Japon, ils sont encore plus avancés, si je puis dire, dans la décomposition, dans les choses comme ça. Et donc, comme il n'y a plus de jeunes, on met des robots. On en est là, quoi. Donc, bon, on aime ou on n'aime pas. Hein, voilà. Donc, évidemment, c'est des moyens de rechercher la productivité qu'évoquait Jérôme. Dans l'industrie pharmaceutique, de la même façon, on vous vante l'IA pour être plus efficace pour trouver les bonnes données, le fait d'avoir aussi des bases de données de plus en plus grosses va vous permettre de mieux identifier les problèmes, etc.
des diagnostics qui vont être plus efficients, donc on va pouvoir mieux sélectionner les patients, trouver le traitement adéquat, etc. Ce qui amène à cette invention technocratique qu'on appelle la médecine 6P, ou enfin, c'était 4, puis c'est 2005, puis c'est 6, bientôt il y en aura 7, 8, j'en sais rien, peu importe. Personnalisée, préventive, prédictive, de la preuve, participative et parcours de soins. Et ça, c'est fait comment? Grâce à la mise en relation via le numérique de tout ce petit monde, de tout le système de santé. Voilà. Alors, évidemment, c'est très bien, mais il y a aussi des acteurs, des gros acteurs qui voient là une opportunité historique. Ce sont les acteurs des GAFAM, hein, qui sont devenus les parangons de la transformation du système de soins. Alors, ils ont des projets plus ou moins délirants, notamment, alors Google, ils ont un projet assez intéressant qui est de résoudre le problème de la mort. Voilà, c'est un problème intéressant à résoudre et ils pensent y arriver. Hein. Donc, il y a vraiment toute une idéologie transhumaniste qui est véhiculée au sein de la Silicon Valley et Larry Page et Sergey Brin ne sont pas les derniers à mettre des milliards et des milliards sur la recherche sur le vieillissement, sur tout un tas de choses, sur la télomérase, etc., pour dire, ben voilà, en fait, le vieillissement, c'est une maladie qui doit être traitée, et donc il faut résoudre ce problème pour qu'il n'y ait plus de vieillissement. Voilà. Mais peut-être, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques images rigolotes là, de Sergey Brin et de sa femme qui vient de décéder récemment, là, puisqu'il se trouve que elle avait inventé une entreprise de diagnostic Confucius Enemy, et lui était directeur de Google. Voilà. Donc, le marché de la santé numérique se développe, bien sûr, de façon très importante. Donc, quelques éléments sur, par exemple, les brevets déposés par Alphabet. Alphabet, c'est le groupe de Google, en fait. Vous avez une montée en puissance hein, de brevets, évidemment sur des thématiques liées au digital, hein, digital en santé. Mais voilà, ça devient quelque chose d'important. Et donc, comme le disait Jérôme, si le système de santé français ne se réforme pas de lui-même, eh bien, les rentes vont être captées par ces gens-là. Alors, que ce soit Google qui récupère les rentes de l'industrie pharmaceutique, bon, ok, mais si on pouvait les récupérer nous, ce serait peut-être moins mal. Voilà, donc c'était un petit peu ce qu'on voulait vous raconter. Pardon, c'était un peu long. Tous les éléments de connaissance, mais vous n'avez jamais évoqué le rôle joué la sécurité sociale dans la réponse à la demande de soins historiquement dans notre pays, qui est un petit peu singulière par rapport à d'autres systèmes de santé dans le monde. Et justement, il est clair aussi peut-être les débats qui existent aujourd'hui sur les choix à faire ou pas en termes de résolution, je dirais, des équilibres financiers, notamment de la sécurité sociale. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que la conclusion que vous avez faite m'apparaît extrêmement intéressante parce qu'elle ouvre des perspectives, c'est-à-dire arrêter de croire que le secteur de la santé n'est pas un secteur qui produit des richesses, bien au contraire, il en produit et il crée aussi de la valeur ajoutée supplémentaire, malgré ce qu'on peut en penser. Et toute la question, c'est qui l'accapare. Or, on avait la chance, la possibilité, grâce au système de soins qu'on avait organisé, d'avoir un espèce de cercle vertueux qui permettait de réalimenter les financements collectifs à travers de la sécurité sociale et donc de permettre le financement des hôpitaux, le financement de toute la partie humaine qui travaille autour, je dirais, de l'être humain. On a parlé des problèmes de soins, mais on pourrait parler de l'accompagnement à domicile, etc. Mais voilà. Et on a effectivement des richesses disponibles pour pouvoir répondre à cette demande nouvelle. Et peut-être que c'est effectivement, alors vous avez certainement peut-être déjà réfléchi là-dessus, et des points de vue, à nous, au moins en termes de possibilités, je dirais, à débattre, pour que justement
dans la société aujourd'hui, on arrive à faire des choix, à la fois en termes politiques, mais aussi en termes économiques. C'est-à-dire comment, tout à la fois, on émet des besoins et comment on se donne les moyens d'y répondre. Vous ne pouvez pas promener le micro. Si. Je vais le faire, je vais le faire. Je réponds. Vas-y. Ouais. Oui, je vais rester. Merci Denis pour ta question. Alors, tu évoques la question du financement et du rôle de la sécurité sociale. Oui, on a un système qui est fondé sur une logique qu'on appelle toujours bismarckienne, hein. Ce sont les travailleurs qui cotisent pour financer leurs soins et les soins de leur famille. Il se trouve que ce système il a été particulièrement efficace pour accompagner la hausse des dépenses de soins. Donc, on a vu qu'elle était beaucoup plus rapide que celle des richesses en général, hein, jusque dans les années 80. C'est un peu fracassé, pas fracassé, le mot est trop fort, mais a rencontré des difficultés liées à la baisse de la croissance, hein, et donc le fait qu'il y avait moins de grains. Ce que j'ai pas dit, je réponds indirectement à ta question, mais je pense y répondre un petit peu quand même. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les dépenses de soins, le financement de l'assurance maladie, pour être plus clair, il est majoritairement assuré par l'impôt. La CSG, plus les taxes affectées. Bon, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on doit approcher aujourd'hui des 2/3 du budget de l'assurance maladie, qui n'est plus alimenté par les cotisations sociales, mais qui est alimenté par l'impôt. Et donc, ça, c'est une modification sourde, lente, mais absolument majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État a un rôle absolument central. Ça ne veut pas dire que l'assurance maladie n'a pas perdu son rôle, mais voilà, l'assurance maladie, elle est directement financée pour les 2/3 par l'impôt, c'est-à-dire par l'État. Vous savez qu'on est sur un système de gouvernance un peu particulier en France, avec deux acteurs, hein. C'est extrêmement subtil et fin. Ça avait beaucoup de vertus. Donc, aujourd'hui, on est vraiment. Alors, l'assurance maladie garde un poids fort, hein, mais quand même, voilà, l'État est responsable des dettes, hein. L'État qui est responsable des dettes. Pour Eurostat, pour l'Europe, pour eux que l'assurance maladie soit une structure privée autonome, ils s'en foutent complètement, hein. C'est du déficit public, hein. Pas, pour eux, c'est des bizarreries françaises, ils s'en moquent complètement. Donc, c'est l'État qui est responsable. Donc, c'est sûr que l'État a repris la main dessus. Donc, on est vraiment, tu parlais de décision régalienne, donc vraiment aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'arbitrage entre l'éducation et la maladie. Et on est dans cet ordre-là. Et donc, voilà, je caricature un peu parce que le poids de l'assurance maladie reste fort et une forte résistance de l'assurance maladie face à l'étatisation du système de santé. Mais on a vécu une étatisation du système de santé depuis 30 ans. C'est absolument indiscutable, hein. Et donc, les conséquences, c'est que l'État, il raisonne, ne veut pas augmenter les prélèvements obligatoires. Hein. C'est une décision politique, mais qui est noble en fait, hein, mais qui est vraiment une décision politique, qui n'est plus une décision d'un financeur qui ajuste ses recettes aux besoins. C'était un peu la logique historique de l'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est une décision de l'État, c'est-à-dire pour augmenter les dépenses, il faut que j'augmente l'impôt. C'est une réalité. Il faut que j'augmente un point de CSG. Hein. Combien ça fait de milliards d'euros, hein, c'est 10 milliards d'euros, un point de CSG, c'est combien, j'avais des bêtises, et c'est beaucoup d'argent. Donc c'est ça, maintenant c'est une décision politique, et si je veux pas augmenter les dépenses, les prélèvements obligatoires, si je veux augmenter le financement de l'assurance maladie, il faut que je prenne ailleurs. Donc on est vraiment dans de la décision politique et plus dans effectivement de l'ajustement du financement aux besoins ou en tous les cas à la demande. Bon, ça c'est voilà, j'ai répondu un peu à ta question, mais ça c'est une réalité très 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 forte, hein. On est sur un système mixte, on se rapproche d'un système étatisé, hein, quand c'est financé aux 2/3 par l'impôt. Même si l'assurance maladie garde ses spécificités et son pouvoir, notamment son pouvoir en termes d'accès aux données, hein. On sait qu'ils ont énormément résisté à l'offensive macroniste
En tous les cas, ils l'ont vécu comme ça, de récupération des données. Ça a été une lutte. Vous imaginez pas l'intensité de la lutte. C'était à couteau tiré. L'assurance maladie a pour l'instant gagné. Voilà ma réponse. Donc, effectivement, la gestion a énorme, la gouvernance a changé massivement. D'abord, je vous demande des excuses, je suis arrivé un peu en retard. Et c'est vrai qu'accéder à cette salle, surtout pour une personne à mobilité réduite, avec le chantier qu'il y a devant la porte, etc., j'ai perdu beaucoup de temps. Et donc, je n'ai pas entendu le début de ce qui a été dit. Peut-être que ce que je vais ajouter est à contre-pied par rapport à ce que vous avez dit au début. On va voir. Vous dites que l'État est le principal financeur, etc. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, ce problème du système de santé et de son évolution, c'est d'abord un problème citoyen. C'est d'abord un problème citoyen parce que quand on parle de santé, ben, on parle de notre santé, on parle de notre douleur, on parle de nos difficultés à vivre en société. Et c'est d'abord ça, avant d'être des marchés. Et il me semble qu'effectivement, le premier problème politique, quand on parle de système de santé, moi je le ressens comme ça, c'est comment se libérer du marché et en faire un problème qui est un problème citoyen. Je crois que c'est ça la question de base. Alors, si on ne répond pas à cette question de base, on peut effectivement discuter de tel et tel problème de financement, de tel médicament, bon. Mais sur le fond, c'est quand même de ça qu'il s'agit. C'est pas n'importe quoi. Hein, notre santé, notre corps n'est pas un marché banalisé. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, l'expérience très précise bordelaise que je souhaitais aborder ce soir, il y a à peu près 2 ans, j'ai été envoyé en urgence à la clinique du dos parce qu'il y avait un problème qui me faisait mal et qu'il fallait résoudre. Il fallait comprendre avant de résoudre. La clinique du dos, je tombe sur un chirurgien qui me dit parfait, je vois ce que c'est. Bon, c'est effectivement un vrai problème. Je vous opère après demain matin. Bon. Sauf qu'avant de signer, tout ça, il me dit ah, mais il y a un détail. Voilà, il y a 1500 € de dépassement d'honoraires. Si vous ne les signez pas, on ne peut pas. Et moi, face à ça, j'ai eu l'impression d'être confronté à un blocage énorme, à un dysfonctionnement total du système de santé français. Et je suis persuadé que ce que j'ai subi là, je ne suis pas le seul à l'avoir subi. On ne va pas faire mauvais coup personnel. C'est vraiment ça pour ce concerne. Donc, je me suis renseigné un petit peu. La clinique du dos, hein, c'est une clinique qui appartient à un groupe privé. Le principal actionnaire, c'est des fonds de pension australiens. Donc, quelque part, les dépassements d'honoraires servent aussi à payer les retraites australiennes. Bon, c'est quand même grandiloquent, hein. C'est un groupe privé qui achète sur la place de Bordeaux toute une série de petites cliniques privées dont la plupart du temps, c'est le créateur propriétaire qui passe la main et donc elles sont en vente. Donc il y a une mainmise qui se fait de la part d'acteurs privés qui fonctionnent comme ça sur notre système de santé local. Bon. Il me semble que sur ces questions-là, il y a vraiment besoin de démarches citoyennes pour dire qu'on doit pouvoir réfléchir à des choses qui fonctionnent un peu plus autrement et qui mettent au premier plan, non pas les bénéfices du fonds de pension australien, mais franchement, qu'on puisse accéder normalement dans ce pays à des soins, quels que soient ses revenus. Ouais. Oui, je vous remercie pour cette expérience qui est vraiment est symptomatique. Alors, vous savez que les dépassements d'honoraires, ça vient d'où les dépassements d'honoraires? Les dépassements d'honoraires, ça vient, enfin, ça a été, disons, ça existe depuis toujours, depuis la création de l'assurance maladie en 1945. Ça a été formalisé dans les années 80. Je reviendrai à votre question plus précisément après. Ça a été formalisé dans les années 80. Et comment ça a été formalisé? Eh bien, c'est un deal entre, on va dire, l'État ou l'assurance maladie, peu importe, et les médecins hospitaliers.
en disant, vous allez, si vous restez à l'hôpital à la fin de votre formation, c'est 2 ans ou 3 ans, faites un clinica de 2, 3 ans ou 4 ans, bien payé, et pas payé au niveau de ce que vous pourriez gagner en ville, vous faites ce don de vous. Alors, vous pourrez pratiquer des dépassements d'honoraires. C'est ça, ça existait avant, mais ça a été formalisé et acté dans les conventions dans les années 80. Vous voyez que c'est compliqué parce que c'est un deal entre... Il n'y a pas assez de médecins spécialistes, notamment ultra formés, 12 ans d'études, 15 ans d'études, des gens extrêmement formés. Bon, le clinica, on est pas mal payé, mais on regarde le niveau de qualification, c'est pas du tout ce qu'il pourrait trouver s'il avait fait une autre formation d'ingénieur, par exemple, et on parlait de l'effet Baumol. Donc, mais restez, on a besoin de vous, après, vous pourrez gagner l'argent. Je le dis un peu franchement, hein, je le dis directement, mais c'est ça le deal. C'est ça le deal. Donc, vous voyez que c'est un peu curieux parce que le deal, c'était une défense de l'hôpital public. Comment? Non, 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 des dépassements d'horaires en ville. Non, non, des dépassements d'horaires en ville. En ville. Le deal, c'était si vous faites 2 ans ou 3 ans de clinica, vous pourrez faire des dépassements d'honoraires en ville. Vous pourrez partir en ville, gagner de l'argent. Oui, mais il y a un facteur, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est simplement une possibilité, bien sûr, vous avez parfaitement raison, bien sûr, bien sûr. En gros, les dépassements d'honoraires, c'est entre 15 et 20% des revenus de tous les spécialistes en France. C'est pas du tout généralisé, voilà. Et c'est très concentré selon les zones géographiques, selon les types de spécialités. Donc, c'est pas du tout tous les spécialistes, c'est pas, il y a beaucoup de spécialistes qui font un clinical qui n'ont pas de dépassement, bien sûr. Non, mais je rappelais le deal initial. Bon, c'est ça le deal initial. Et effectivement, il y a beaucoup de déplacements en clinique, notamment dans les grandes villes. Pourquoi il y a des déplacements dans les grandes villes? Parce qu'il y a une capacité de payer. C'est du marché, hein. Les prix sont ajustés en fonction de ce qu'on appelle l'élasticité prix, hein, de la demande. Hein. C'est un bien supérieur. Donc, dès que les gens gagnent un peu d'argent, ils sont prêts à payer, ou à acheter une complémentaire chère qui couvre une bonne partie de dépassement, mais ça revient au même. Alors, c'est un problème. C'est un problème d'accès financier aux soins, vous en avez été victime, c'est un problème d'accès financier. Ce que vous répondrez, je me protège, mais ce que vous répondrez le régulateur, c'est de dire oui, mais il y a des possibilités d'aussi bonne qualité dans l'hôpital public. C'est ça qui vous répondra. Et donc, ce qui compte, c'est que vous ayez accès à des soins de bonne qualité, sans dépassement, pas que vous ne puissiez pas accéder à toutes les cliniques. Ceci n'est pas toujours vrai. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, et bien sûr, il y a des délais. Bien évidemment, c'est pour ça que les gens payent pour éviter les délais. Hein. Ils ne payent pas forcément pour la qualité, mais parfois ils payent pour. Ma réponse, mais le régulateur vous dirait ça et il vous dirait, ben, en fait, ce qu'il y a derrière, j'en viens à ma. Donc, je conçois tout à fait qu'on puisse dire en tant que citoyen, on paye l'impôt, qu'on refuse des dépassements d'honoraires, c'est tout à fait légitime en termes de décision politique, c'est tout à fait légitime. Hein. Voilà. Moi, je suis neutre là-dessus, mais on pourrait tout à fait légitimer. Ce qui se passe dans d'autres pays, je vais prendre un pays assez proche de nous comme l'Allemagne, par exemple, c'est qu'il y a une telle pression des revenus élevés à avoir tout de suite, rapidement, la meilleure qualité, près de chez moi, ils ont lâché. Ils ont dit, bah, écoutez, OK, vous pouvez quitter le système public, vous payez votre assurance et vous aurez accès à des soins dans des structures privées à des prix très différents, sans liste d'attente, ou avec des listes d'attente beaucoup moins nombreuses. Et on fait le choix. Mais vous voyez que c'est compliqué la santé, parce que c'est un bien supérieur, il y a une forte pression de la demande de soins de très bonne qualité, très rapides, des revenus élevés. Donc on pourrait vous dire, encore une fois, simplement je vous donne le contre-argument, hein, on pourrait vous dire c'est une soupape. Pour que le système tienne, il faut que les riches puissent aller dans la clinique tout propre, près de chez eux, rapidement.
je dis les choses un peu brutalement, hein, mais en fait, c'est ça. Alors, on peut dire que c'est pas un bon deal, qu'il faudrait supprimer ça. Ces soupapes existent un peu partout. Ces soupapes existent partout, mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux. Comment? Ce n'est pas comme vous le dites. Oui. L'expérience personnelle dont je vous disais tout à l'heure, c'est où tu payes 1500 € maintenant, Oui. on va te faire voir. Oui. J'ai bien. Non, j'avais bien compris. Hein. Je disais simplement, et je comprends que ça soit inacceptable, je parle simplement de la logique, si on en trouve une, et on peut la contester, hein. Pas qu'on ne peut pas la contester. Ou du juste la logique que certains y voient. Il y a pas, voilà, mais on peut tout à fait la contester, et peut-être qu'il n'y a pas d'alternative à Bordeaux de même qualité pour ce que vous aviez. Hein. Alors à ce moment-là, c'est un obstacle financier d'accès aux soins majeur, inacceptable. Voilà. Mais quelqu'un pourrait dire, oui, mais à l'hôpital public, vous auriez attendu 2 mois et vous auriez eu des soins de meilleure qualité. Mais comme professionnel, vous auriez attendu 2 mois, mais s'il y a un accident de la route, on n'attend pas. Ah, mais bien sûr, bien sûr, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, comme vous le faites. bien sûr, bien sûr, Bien sûr. Qui est vraiment tronqué là. C'est un point très important. Il existe. Ah, si. Il y a eu la même des aventures. Est-ce que vous avez été opéré à la fin? Est-ce que vous avez eu une opération? Et je n'avais pas le choix, parce que. Est-ce que vous l'avez payé? Je crois. Oui. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes là, on vous met le couteau sur la gorge, tu payes 1500 € ou j'appuie. Bon, tu ne discutes pas. Pour voir comment les choses se passent. Bien sûr que j'aurais pu dire, je replie tout, j'attends 6 mois, 1 an, et je vais essayer de trouver d'autres solutions au bout de 6 mois, 1 an. On ne peut pas le faire dans les conditions dans lesquelles on est. On ne peut pas. Est-ce que vous avez demandé un deuxième avis? Avez-vous demandé un deuxième avis? Voilà. Je ne souhaite pas de vous trouver dans les situations concrètes. On ne peut pas faire un débat dans le général. Si, tout à fait. Non. Moi, j'ai la malchance de fréquenter les hôpitaux depuis 14 ans. Et ça m'a permis quand même de constater pas mal de choses. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai eu un cancer assez violent qui a duré plusieurs années. Prix de traitement par an, 93 000 €. Pour moi tout seul. Et ça m'a impressionné quand j'ai vu le prix de certains traitements. Pourquoi? On en revient encore au problème du fric, où on sait très bien que c'est le premier qui va y arriver, qui va tout gagner. Donc chacun travaille dans son coin, alors que sur le plan, ne serait-ce que européen déjà, on devrait faire des efforts pour que tout soit regroupé, qu'on fasse de la recherche rapide, parce qu'on va vers des immunothérapies aujourd'hui qui est beaucoup plus efficace que certaines chimios. Et on est dans un état intermédiaire où si on n'accélère pas, on va se faire choper par les Américains qui vont trouver autre chose, alors que si on se groupe, on ira rapidement par une solution. Ça, c'est autre chose. Dans les transports, un jour, il y a un gars qui m'a dit, il y a un truc que tu ne sais pas, c'est que nous, on fait à Arcachon à l'hôpital, on fait des allers-retours à Bordeaux, on est payé 50 €. Un taxi est payé 100 € pour la même prestation. Alors pourquoi la Sécu accepte de payer le double pour la même prestation? Actuellement, je suis en dialyse. L'année dernière, je suis allé dialyser au Maroc. Je suis allé dialyser en 2019. L'infirmier avait fait une balade au Maroc. On a dialysé pendant une semaine. J'ai été remboursé au prix de la dialyse du Maroc. C'est-à-dire déjà, il gagne 160 € par dialyse par rapport à la fin. Je vais dialyser l'année dernière. Fini. On ne rembourse plus. On rembourse 89 € par dialyse. Et le reste, c'est pour votre pomme. Alors, je suis très, très étonné, alors qu'on rembourse autre chose qui est complètement aberrant, dont je vais vous parler. C'est que l'apnée du sommeil, les appareils, ça coûte 180 € par mois. Et les établissements, on paye 180 € par mois. C'est-à-dire rien pour rien. Juste une vérification de l'appareil, un quart d'heure tous les ans. Franchement, la Sécu, là,
Moi, j'ai des copains qui sont pharmaciens, ils m'ont dit, c'est dommage, j'ai loupé le coup des appareils pour l'apnée. Donc, c'est tout, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Est-ce que tout ce genre de choses, il y a des proportions considérables qui font que ça prend quand même une place importante? Alors, Oui, ben, c'est celle-là. oui, mais donc là, ça fait partie, si je puis dire, des gains d'efficience possibles qu'avait évoqué Jérôme et que j'ai essayé d'évoquer aussi, mais qui est différent de ce que j'étais sur le numérique. Mais en fait, ça vous montre un petit peu que même si on régule, et parfois parce qu'on régule, hein, c'est même parfois l'inverse, on peut générer des inefficiences. Et alors là, ce qui est difficile quand on régule, c'est de contrôler. Et bon, la Sécu fait des contrôles, etc. Mais contrôler, ça coûte cher aussi. Donc, il y a toujours un arbitrage à faire entre une réglementation très stricte avec beaucoup de policiers, j'exagère, mais enfin, voilà, c'est un peu ça l'idée, pour voir qui se triche ou qui profite, et puis se dire, bon, ben, je ne mets pas l'argent sur la table pour les policiers, ou j'ai une réunion, et donc à ce moment-là, je vais avoir des niches qui vont apparaître, enfin, des rentes, ou alors je dis, ben, je ne régule pas, ou peu, et bon, je fais confiance à la concurrence pour à éliminer les rentes. Voilà, c'est à peu près ça un petit peu qui se passe. L'alternative, si je caricature, sur n'importe quel marché, et notamment sur les marchés de la santé. Alors, je suis d'accord que ça serait idéal qu'il ne le soit pas, marchand, ce qui ne veut pas dire que c'est si facile à faire que ça tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, si on se dit, ben, je veux faire une industrie pharmaceutique nationale, à capitaux étatisés, à l'ancienne, quoi, à la colbertiste, enfin, disons, à la pompidolienne, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est si simple que ça non plus. On peut se dire, si, c'est faisable, mais il faut bien se rendre compte que les capitaux nécessaires sont importants, hein, c'est pas rien de fabriquer de racheter Sanofi, hein, ça coûte cher. Hein. Et il faut se dire aussi que toutes les entreprises ne sont pas spécialisées sur les mêmes domaines thérapeutiques. Vous n'avez pas tous les brevets accessibles. Certains sont, on sait, mondialisés. Donc, de facto, il y a tout un tas de brevets, effectivement, qui appartiennent aux Américains, aux Suisses, etc. Et donc, pour accéder aux biens qu'ont créé ces entreprises, ben, on ne va pas pouvoir tricher. On va être obligé de payer le prix fort. Donc là, on subit le marché, si je puis dire, parce qu'on ne va pas pouvoir créer des substituts très facilement. Ou si je dis, ben, je veux créer le substitut, je ne sais pas moi, un des anticancéreux Novartis, Glivec, par exemple, mais bon, bref, un des gros anticancéreux très chers, ça veut dire qu'il va falloir faire 10 ans de recherche pour trouver mieux ou équivalent, ce qui va vous coûter minimum 3 milliards si ça se passe bien. Voilà. Si vous arrivez à le faire. C'est-à-dire si vous arrivez à prouver cliniquement que ce que vous avez développé fonctionne. Donc, on pourrait vouloir tout étatiser, ça peut être un désir pour répondre de façon, entre guillemets, citoyenne aux problèmes. Ça ne veut pas dire que ça marche aussi. D'accord? C'est pas si simple que ça. Ce qui ne veut pas dire que je suis contre. Hein. Personnellement, je pense que des fois, il y a eu des cas où il y a eu des entreprises publiques pharmaceutiques qui ont fonctionné, de la même façon qu'il y a un certain nombre d'emplois publics qui fonctionnent très bien, mais ça ne marche pas systématiquement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a du marché aussi, parce que ça n'est pas si simple. Voilà. Et on n'a peut-être pas encore inventé la régulation parfaite, si je puis dire, si tant est que ça existe. Vous avez employé 2 fois le terme italien. Vous avez rappelé que le terme de l'échange de foncier, c'est l'impôt. Mais vous n'avez pas encore dit un mot de comment on évoque, on parle de médecine, c'est le désert. C'est le temps pour obtenir un rendez-vous. Et je me rends compte que le personnel médical payé par l'État, mais profession libérale, droit d'installation, c'est la cause des déserts médicaux.
quand est-ce qu'on va sortir de ce système et que Bon courage. Avant le ministre de la Santé. Il va toujours en touche. Non, mais Comment si la ministre, alors on va oui, oui, bien sûr, vous avez en tête l'obligation d'installation. Non, mais bien sûr, ou au moins pendant quelques années. Ou au moins. Non, non, mais bien sûr que c'est une solution qui est tout à fait défendable. Voilà, le sens raison d'un village de 1000 habitants où il n'y ait pas d'instituteurs. oui, bien sûr. Non, mais, Il y a des écoles qui ferment d'ailleurs. non, non, mais, non, non, mais il y a moi, je vais pas dire qu'on ne pourrait pas être plus directif sur l'installation des médecins. Moi, j'y vois aucun problème. Bon, là, il y a un problème vraiment de manque de médecins en plus, un généraliste. Hein, donc là, on peut pas les inventer. Hein, mais oui, bien sûr. Moi, j'ai pas de. Mais c'est un choix politique. Hein, voilà, il y a des programmes politiques avec ce type de. Voilà, c'est un choix politique. Hein, il y a des pays où ça a été fait, ça ne marche pas forcément mieux. Le Canada, par exemple. Oui, alors je sais pas, je connais mal de ce point de vue l'expérience canadienne. Ça certainement pas que des avantages, hein, évidemment, hein, ça certainement pas que des avantages. Mais c'est vrai que on prend les citoyens qui sont dans des zones où les médecins, en particulier généralistes, certains spécialistes ne sont pas accessibles géographiquement, en tous les cas dans un temps raisonnable. On comprend tout à fait que le citoyen souhaite que l'État prenne les choses en main. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je sais pas de. Après, il y a des raisons politiques. Hein. Il y a une très très forte résistance de la profession. Après, il y a des réalités politiques, mais ça dépasse. Là, ça dépasse son. C'est un vrai sujet. Voilà. Moi, ça me paraît très naturel. Oui, alors, vous avez énoncé un ratio de 12% du PIB, du PIB, et on est sur le podium, la France est sur le podium. Alors, moi, est-ce que le régulateur, ou est-ce qu'on a des indicateurs qui évaluent l'efficacité, je ne sais pas comment on peut dire, l'efficience du budget santé pour comparer les pays. Parce que bon, je discutais récemment avec des collègues espagnols, ils vantaient leur système de santé, et puis je ne les ai pas vus, si vous voulez, sur le podium. Donc, quelque Là, c'était le podium de la dépense, pas de l'efficacité de la dépense. Là, je dis, c'était le podium de la dépense, pas de l'efficacité de la dépense. C'est quoi, alors, le podium? Les dépenses, c'est 12%. Alors, donc, ils dépensent, je ne l'ai pas vu sur le podium, donc ils dépensent moins que 12%, et selon les informations que nous communiquait la personne. Ils ont un système de santé fabuleux, bon, bref, qui reçoit toute l'Amérique du Sud et au-delà, le Maroc, etc. Donc, quels sont les indicateurs dont on dispose Bon, l'indicateur immédiat qu'on va prendre, c'est l'espérance de vie ou l'espérance de vie en bonne santé. Hein. Mais on sait bien que l'espérance de vie, c'est multifactoriel. Les soins, quelle part ça représente, bon, c'est très compliqué, mais certainement pas 50% les soins. Le reste, c'est les comportements à risque, les conditions de vie en général, qui sont le facteur déterminant de la santé. Hein. Les soins, c'est important, évidemment, je ne vais pas le minorer, hein, mais ce n'est pas le premier. Hein. C'est pas le premier. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, quand vous comparez des espérances de vie avec des dépenses de santé, vous faites implicitement l'hypothèse que l'espérance de vie est directement le fait des dépenses de santé. Bon. Malgré tout, vous avez raison. Vous avez raison que l'Espagne dépense moins en pourcentage, encore moins en valeur, et a une espérance de vie plus grande que les Français. Et que il y a plein de. Bon, en gros, c'est la même espérance de vie que nous, c'est très légèrement supérieur. C'est du même ordre. Mais oui, voilà. Il y a une chose, c'est qu'en Espagne, vous avez évoqué avec raison toute la patientèle qui vient d'Amérique du Sud, etc. Ils payent. Comme en France, il ne faut pas croire qu'un étranger qui est pris en charge par la sécurité sociale, etc., dans les hôpitaux parisiens, un service, oui, c'est rentable parce qu'il
il y a des étrangers qui payent. En Espagne, effectivement, vous avez raison, mais un Américain, un Sud-Américain, un Mexicain ou un, comment dire, d'abord, c'est pas n'importe qui peut venir en Espagne, hein, bon. Mais un Mexicain ou un Argentin qui vient en Espagne pour se faire soigner, il paye. Oui, on a un système de soins. Oui, en tout cas, pour revenir à l'efficience, c'est une bonne question, mais c'est très difficile parce que c'est multifactoriel. Mais il est très probable qu'on puisse avoir la même espérance de vie en dépensant moins. Ça ne fait guère de doute. Ça ne fait guère de doute. Ça ne fait guère de doute qu'on pourrait être plus efficient. Voilà, ça ne fait guère de doute. Mais après, c'est aussi l'usage du système de soins. On a un système de soins, même si c'est beaucoup tendu, et qui est quand même extrêmement souple. Vous choisissez votre médecin, vous avez une petite pénalité si vous en avez un autre qui n'est pas le vôtre, mais qui est quand même extrêmement souple. Vous allez voir dans la clinique, l'hôpital que vous voulez, vous allez voir qui vous voulez, vous pouvez prendre plusieurs avis. Ça a certainement très peu d'effet sur l'efficacité, mais ça a un effet sur le confort du système de soins. On voit autant de médecins Voilà. dans la journée, c'est pas remboursé. Et voilà. Donc voilà, donc il y a une dimension confort aussi, hein, qu'on n'est peut-être pas prêt à perdre. Moi, je voulais vous déplacer sur le plan international pour recueillir votre avis sur deux évolutions.